Et bienvenue dans l'épisode 100 invités. Je vais revenir sur le bilan de mes entraînements passés. Quelles séances j'ai fait, dans quel objectif j'ai pris le temps d'apprendre, de m'informer, de ressentir aussi. Quand vous voulez vous entraîner, quand vous avez vraiment cet objectif de rien lâcher et d'avoir une certaine hygiène de vie, il faut arriver à s'organiser. Parce que c'est en pratiquant qu'on comprend vraiment la différence que ça peut faire. J'ai fait beaucoup de séances sur piste. Je me suis conçu un programme pour éviter vraiment de rester dans une certaine monotonie. En trail running, je crois que sur des trails de montagne, c'est quand même plus judicieux de faire du focus. Alors on va parler chaussures. Il y a une évolution des matériaux, il y a aussi le prix, de savoir vers quels critères se tourner en fonction de ce qu'on recherche, en fonction de son niveau. J'ai connu moi Inox Tag, c'est pas du tout ma génération, j'ai vu le documentaire. Un petit branleur parce que ça joue derrière les jeux vidéo, ça mange des chips, ça quitte pas les écrans de la journée. Voilà ce que j'ai pensé de ce documentaire que j'ai trouvé. Et bienvenue, troisième épisode de Ex Nihilo, le podcast de Passion Trail de Damien D'Arcangelo, moi-même. Podcast que j'ai créé maintenant il y a 6 mois. Et oui, 6 mois, ça passe vite. C'est vrai que il s'est passé pas mal de temps entre. C'est vrai que j'aurais pu en sortir peut-être un peu avant, mais comme j'en ai parlé en début d'année, cette année justement, j'avais quand même un gros projet qui était en place, donc j'ai pas pu vraiment avancer. Et c'est pour ça que je vais m'y remettre en 2024-2025. Voilà, nouveau projet, c'est d'être beaucoup plus constant et régulier sur les réseaux, de proposer pas mal de contenu. C'est-à-dire que cette année, en fait, ce qui s'est passé, c'est que si tu n'as pas suivi, et bon, je sais que ça va pas intéresser grand monde, mais vite pour aparté, j'avais un gros projet qui avait rien à voir avec le sport, qui avait rien à voir du tout avec le trail. C'était une ouverture d'une boutique sur une commune de Plan-de-Cuc. C'est une commune qui est vraiment juxtaposée à Marseille. L'ouverture d'une boutique, projet de ma femme. Donc j'ai dû m'investir vraiment à 100% là-dedans, surtout dans les travaux, puisque moi je m'occupe pas du tout de ça. Après, ça c'est ma femme vraiment qui s'en occupe aujourd'hui. Donc 4 mois, un peu plus même de travaux intensifs, 7 jours sur 7 de travail. J'étais à fond, donc pas besoin de revenir sur mon état physique. Malgré tout, j'ai quand même réussi à m'entraîner. Et on va en parler d'ailleurs dans ce podcast. Aujourd'hui, on va revenir un petit peu sur ces derniers mois d'entraînement. Donc, 3e épisode aujourd'hui, format un petit peu spécial. Les 2 premiers épisodes étaient avec des invités, dont le premier avec Thomas Frey, que vraiment, je vous invite à aller voir parce que Thomas est exceptionnel. Il nous avait partagé pas mal d'informations super intéressantes. C'est un athlète vraiment hors norme. Donc, allez voir parce qu'il est aussi fort qu'endurant. Il a un physique, vraiment, on ne pourrait pas deviner qu'un mec comme ça puisse faire 36 minutes au 10 km et encore moins 2h39 au marathon. Bref, premier épisode super intéressant. 2e épisode avec Tony. Tony avec qui je partage quelques expériences trail, où on est parti à Madère ensemble, où il s'est mis au trail cette année, où il parle de ses expériences de son premier ultra, du 50 km, du 45. On va en courir un là très prochainement à Gap, de le 47. Donc, allez voir ces épisodes super intéressants. Là, maintenant, ce que je vais proposer, c'est un épisode sans invités. Ça va arriver 1 à 2 fois par mois et le format va être un petit peu particulier. C'est un format que je vais séparer en plusieurs parties. Il va y avoir un format, donc une première partie où je vais revenir en gros sur le bilan de mes entraînements passés, donc les précédents entraînements, pourquoi je m'entraîne de la sorte, quelles séances j'ai fait, dans quel objectif, qu'est-ce que ça m'a apporté, est-ce que ça a apporté ses fruits justement, est-ce que je vais continuer. Donc ça va être vraiment quelque chose que je vais apporter dans la première partie où je vais parler et de musculation, de renforcement musculaire et aussi de running et de trail quand ça sera en fait en fonction de la période. Dans une deuxième partie, en fait, je vais traiter d'un sujet qui sera relatif au trail directement, vraiment qui touche le sujet du trail directement. Donc là, par exemple, aujourd'hui, on va faire un petit peu le point au niveau des chaussures, de running, de trail running. Et bien dans une 3e partie, on va parler d'un sujet d'actualité, un sujet qui m'a touché, un sujet qui est relatif au trail, qui peut le toucher de près ou de plus loin. Et ça sera soit un sujet d'actualité, soit une histoire dans laquelle vraiment il y a une morale, quelque chose à en tirer.
vraiment, et dans laquelle on peut aussi partager pas mal de choses. Après, ensemble, on peut en discuter, notamment sur les réseaux sociaux ou bien même sur les commentaires YouTube, pour ceux qui regardent le podcast ou écoutent le podcast sur YouTube. Donc voilà en quoi aujourd'hui je vais séparer ces prochains formats de podcast lorsque je serai seul. Donc il y a matière à partager énormément de choses, des sujets sur lesquels je reviendrai, dont j'ai traité précédemment dans les précédentes vidéos, des sujets dont je vais parler, mais que je vais reprendre aussi en vidéo dans l'année, de façon beaucoup plus concise, beaucoup plus travaillée. Mais là, j'aime bien parler dans ce format qui sera vraiment, de toute façon tu le verras, beaucoup plus libre, où je m'exprimerai de façon beaucoup plus, on va dire, nonchalante, où j'aurai moins de filtres. Voilà, je parlerai vraiment un peu comme je suis dans la vie de tous les jours. Je dis un peu, parce que je pourrais pas trop me lâcher non plus. Mais donc, on va traiter voilà, de sujets un peu plus, de façon un peu plus légère, et dans lesquels vraiment on pourra échanger, et où j'essayerai quand même d'apporter une plus-value de tout ce que j'ai pu entreprendre, tout ce que j'ai pu connaître et de tout ce que j'ai pu apprendre en fait, que ce soit dans le trail ou tout ce qui est en périphérie. Voilà, c'est vraiment ça que je vais apporter dans ce podcast. Donc voilà en quoi va consister les épisodes où je serai en solo. Donc bienvenue dans le podcast Ex Nihilo, épisode numéro 3, où je serai en solo. C'est parti, ça part de là. Top. Donc première partie, eh bien, on va revenir sur le bilan de mon entraînement. Donc, comme je disais, bilan de mon entraînement, cette année, ça a été un petit peu particulier parce que, comme je l'avais dit, je savais que je ne pouvais pas vraiment prévoir d'échéance, pas d'échéance importante pour moi parce que j'avais ce projet d'ouverture de boutique qui allait m'accaparer beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et je savais que je ne pouvais pas vraiment et en même temps faire ça et en même temps créer du contenu. Donc, il a fallu que je fasse un choix. J'ai décidé de mettre un petit peu ce que je faisais de côté pour pouvoir me consacrer quand même à ce que j'entreprenais au niveau de mon projet, à les travaux, etc. Mais je voulais continuer à m'entraîner. C'était vraiment quand même pour moi le plus important, ce qui m'apporte le plus de choses, un certain équilibre. Et d'ailleurs, on en parlera d'ailleurs dans un autre sujet, dans un autre podcast où j'aborderai ce sujet-là, à savoir comment se dégager du temps quand on a des quand on a des journées bien chargées. Ça, c'est super important. Ça, c'est un truc sur lequel je veux vraiment revenir parce que j'entends souvent des questions à ce sujet. Comment on fait pour se dégager du temps quand on a les journées bien remplies, etc. Bon, bref, ça sera pour une autre fois. Donc, ma priorité était de garder du temps pour m'entraîner, de garder du temps aussi en même temps le fait que je ne proposais pas de contenu, de réfléchir à ce que j'allais faire pour les prochains mois dès que je reviendrai. Sur Passion Trail et surtout le contenu que je propose déjà. Ça m'a ouvert plein d'opportunités, ça m'a donné envie de faire plein de choses. En attendant, il fallait que je choisisse ce que je voulais faire. Mais c'est vrai que ça a été l'opportunité d'avoir beaucoup d'idées et vraiment d'essayer de les travailler, d'en discuter un petit peu avec des personnes autour de moi. Et donc déjà, l'idée de ce podcast, l'idée du format, dans lequel j'espère je rajouterai des petites nuances de temps en temps, où je pousserai des coups de gueule aussi, parce que c'est un peu l'intérêt du podcast où on a un ton un petit peu plus libre que dans des vidéos qui sont relativement courtes. Donc voilà, donc déjà ça c'est le petit truc auquel j'ai pensé et que je mets en application dès maintenant, au cours de cette année, fin d'année 2024, début 2025. Ensuite, énormément aussi d'évolution sur ma façon de m'entraîner, que ce soit en musculation et aussi en trail. Comment je pouvais arriver à jongler avec tout ça. Aussi la construction du prochain contenu que je proposerai en renforcement musculaire. C'est vrai que là, depuis 2 ans, j'ai proposé un programme qui marche super bien et je voulais quand même aller plus loin et proposer de plus en plus d'offres que on me demande en fait. On me demande énormément de contenu supplémentaire par rapport à l'entraînement en salle par exemple, voilà, proprement dit, comment s'entraîner en trail running ou en running en salle de musculation. Ce sont des choses auxquelles je me suis préparé là, depuis les 2 dernières années parce que je savais très bien qu'un jour il fallait que j'arrive un petit peu sur ce format-là. Donc j'ai peaufiné tout ça, toutes ces années d'expérience que j'ai pu avoir depuis 2016 où j'ai commencé le trail running jusqu'à aujourd'hui où vraiment j'associais les deux,
c'est-à-dire la balance entre le trail, les sports d'endurance, le running et le trail, avec les sports de force, que sont le renfort, ou la musculation, ou le sport, le renforcement en outdoor, en street lifting, etc. Ça m'a apporté énormément. C'est quand même un terrain qui était relativement vaste à explorer. Il y avait quand même du taf. J'ai pris le temps d'apprendre, de m'informer et surtout, comme je le dis souvent, de ressentir aussi. Très important pour moi de ressentir ce genre d'effort, de mise en application de chacune des idées qu'on peut avoir, que ce soit en renfo, en muscu et en trail running et running, les deux mélangés, etc. Bref, tout ça, en fait, ça a vraiment bouillonné pendant tout ce temps où je ne créais pas trop de contenu. Ça m'a permis d'avoir plein d'idées en création de contenu, plein d'idées au niveau de l'approche de l'entraînement. Donc, il y aura pas mal de choses qui sont déjà posées sur le papier et qu'il faudra que je concrétise. En 2025, c'est vraiment le défi que je me suis lancé. Et en général, quand je me lance des défis, je vais au bout. Je vais au bout, que ça marche ou pas, en fait, peu importe. Mais en tout cas, chose est sûre que je veux bien le faire. Et c'est pour ça que je me suis toujours donné beaucoup de temps avant de faire les choses, avant de bien les faire surtout. Et pour que même quand je les propose, même si ça ne marche pas, que ce soit super bien fini, que ce soit super bien fait et que j'ai pas de regrets derrière. Donc voilà, j'ai pensé à plein de choses. La création de contenu, la façon de m'entraîner et j'ai continué à m'entraîner. Donc, pour revenir à l'entraînement, tout simplement, je me dégageais du temps en fonction des journées que j'avais. Si j'étais vraiment trop épuisé des chantiers, malheureusement, je pouvais que guère m'entraîner, mais j'arrivais toujours à m'organiser de façon à dégager du temps pour m'entraîner, même ne serait-ce qu'à faible intensité. Donc, les gars, je vous le dis, quand vous voulez vous entraîner, quand vous avez vraiment cet objectif de rien lâcher et d'avoir une certaine hygiène de vie, c'est super important. Il faut arriver à s'organiser. Même, je sais qu'il y a des imprévus, je sais qu'on a tous des vies de famille. Moi-même, j'ai une vie de famille, j'ai un travail à côté. Il faut que j'arrive à m'organiser avec tout ça. Malgré tout, j'arrive à me dégager du temps. Certes, il n'y avait pas une concentration et on va dire une forme optimale pour pouvoir s'entraîner. On n'était pas dans les meilleures conditions, mais j'ai réussi à le faire. Et en réussissant à le faire, j'ai pu maintenir une certaine forme physique. J'étais bien quand même dans ma peau. J'avais toujours ce sentiment d'être en forme, malgré que j'étais pris par ce temps, par cette énergie au niveau des trucs, des chantiers, etc. Et j'ai pu me faire plaisir en faisant des courses. Donc on en reviendra aussi là-dessus. J'ai fait le Vars Mountain Trail fin de juillet. J'ai fait le Serche Trail début septembre. Et là, je vais faire le dernier pour terminer. Je vais faire le Gap en Cime, 47 km. Donc là, le 6 octobre. Et cette hygiène de vie que j'ai maintenue m'a vraiment permis de rester en forme. Honnêtement, je pense que on se doit, même si des fois c'est un peu difficile, d'arriver à s'octroyer du temps pour soi et à faire une activité physique quelle qu'elle soit. Je dis pas que ce soit du renfo ou de la course à pied, mais putain, il faut sortir. Le nez dehors, faut pas rester assis tout le temps. Même si c'est des métiers de force, faut arriver à faire quelque chose à côté pour sortir un peu de ce carcan et de cette routine qui nous laisse toujours un petit peu le nez dans le jus. Donc vraiment, ça, je pense que c'est une des habitudes quotidiennes qui revient la plupart du temps. Hein, quand on fouille un peu dans les réseaux sociaux, c'est vrai que la plupart des influenceurs aujourd'hui nous poussent vraiment à trouver du temps, dégager du temps. Et c'est ce que je vous pousse à faire aussi, honnêtement, parce que c'est en pratiquant qu'on comprend vraiment la différence que ça peut faire. Donc, pour revenir à l'entraînement propre, voilà ce qui s'est passé, c'est que j'avais très peu de temps, mais j'arrivais à me dégager du temps. Soit je me levais très tôt le matin, comme je peux le faire je l'ai pu le faire au cours de ces dernières années. Généralement, c'est ce que je fais. Je me lève très tôt le matin, je me lève entre 5 et 6 heures en fonction. Et puis, le soir, forcément, je peux pas me coucher tard parce que j'ai besoin de récupérer. J'ai besoin de quand même pas mal d'heures de sommeil. Donc, au plus tard, à 10h, 22h le soir, j'étais au lit. Voilà, c'est comme ça. Si je me lève tôt, il faut que je me couche pas trop tard non plus pour arriver à récupérer un minimum et pas
cumuler de la fatigue et être après vraiment sur les rotules. Donc, je me lève tôt le matin, je m'entraînais soit le matin, soit je m'entraînais le soir, après le chantier si j'étais pas trop fatigué. Mais il faut savoir que le soir, si je m'entraînais le soir, j'évitais de faire des séances trop intensives. Des fois, j'avais pas trop le choix, mais je savais que derrière, quand je fais des séances le soir comme ça, très compliqué pour moi d'aller trouver le sommeil, ou alors je vais avoir un sommeil super agité, et malheureusement, malgré les années qui passent, c'est toujours le cas. Donc, si je dois faire des entraînements intensifs, il faut plutôt que je les fasse le matin. Même si le soir, c'est plutôt agréable, parce qu'on est peut-être plus en forme, plus facile, on est assez réveillé déjà musculairement. Mais bon, voilà. Donc, je me suis entraîné. Au niveau des séances, qu'est-ce que j'ai fait comme séance? Comment je me suis entraîné? Est-ce que j'ai mélangé muscu, tout ça, etc. Donc, on va en parler. Donc, on va commencer par tout ce qui est sport d'endurance. On va dire que cet hiver, en fait, je me suis plus entraîné sur du plat. Donc, comme j'en avais parlé, j'ai vraiment focus vitesse. J'avais envie de me faire vraiment plaisir au niveau de la course à pied et de la vitesse. Je me suis entraîné énormément sur piste. Donc, j'ai fait beaucoup de séances sur piste. Donc, des séances de fractionnés. Comme peut-être tu le sais déjà si tu suis, des séances issues de la méthode de Véronique Billat. Des séances de fractionnés classiques aussi, voilà, des 400, des 800, enfin du mélangé, voilà, à soit des vitesses de ce qu'on dit de VMA, soit de ce qu'on appelle au seuil. Voilà, ça dépendait, mais je me suis conçu un programme pour éviter vraiment de rester dans une certaine monotonie. Je voulais tout simplement travailler de la vitesse, dérouler mes jambes, me faire plaisir, voilà, aller sur les séances et me dire voilà, aujourd'hui je vais faire ça et j'ai vraiment envie d'y aller. Et donc je travaillais essentiellement sur piste. Je me gardais une séance en gros par semaine de trail où je mettais un petit peu de dénivelé, mais c'est vrai que c'était très faible au niveau du volume. C'était beaucoup plus axé sur piste, voire sur route de temps en temps. Donc voilà, c'était vraiment le focus hivernal. Voilà, la plupart des séances, elles sont sur Strava, dans tous les cas, on peut aller jeter un coup d'œil. Et en trail, comme je disais, je restais sur une séance par semaine, voilà, et j'étais avec plutôt un faible volume. Lorsque j'ai commencé à basculer vers le printemps, donc on va dire, allez, mois de mai, avril-mai, on va dire début mai, allez, je me souviens plus exactement, mais c'est vers cette période-là, j'ai commencé à remettre un peu plus de trail, un peu plus de volume en trail, mais par contre, j'ai toujours gardé des séances de qualité, de vitesse sur piste. Parce que j'adore casser, en fait, au final, là, depuis ces dernières années, j'adore casser cette monotonie, en fait, de trail, des fois, où on a souvent des allures qui sont... quand on va faire des sorties longues, par exemple, généralement, des sorties longues qui durent 3 heures, on va forcément avoir des allures qui sont sous-maximales, forcément. Donc, c'est des allures, on va dire, d'endurance, ce qu'on appelle endurance fondamentale, et moi, ce que j'appelle plutôt allure facile. Donc, on n'a pas trop cette opportunité de pouvoir envoyer sur du long terme. De temps en temps, on va se faire plaisir pour faire quelques accélérations, mais c'est carrément autre chose que d'aller délier les jambes sur une piste. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours gardé ce mélange, et j'ai toujours voulu aller me délier les jambes, travailler de la vitesse sur la piste, parce que je trouve, qu'il y a un bénéfice, au niveau de physiologique pour moi en fait et biomécanique, c'est-à-dire de dérouler mes jambes et de pas rester coincé dans ces foulées qui sont des fois un petit peu bridées par les pentes, qui sont bridées par les chemins techniques, etc. Et avant tout, il faut savoir, le trail c'est de la course à pied, hein. Et puis le côté ludique aussi, d'aller sur la piste, vraiment d'aller chercher des vitesses qu'on n'a pas l'habitude d'aller chercher en trail. Et après le côté ludique du trail où vraiment on part en solo, en autonomie totale et se faire plaisir dans les collines, en fonction des endroits où l'on habite, etc. C'est vrai qu'on a nos préférences. Donc les deux combinés faisaient que j'arrivais à vraiment m'y retrouver et à trouver du plaisir. Voilà, peu importe les moments. Bon, des fois, on est un peu plus fatigué, normal. Mais peu importe les moments où je m'entraînais, vraiment, c'était full plaisir. Et bien sûr, plein de tests. C'est-à-dire tout monitorer, voir comment je m'entraînais, voir si je progressais de semaine en semaine. Forcément, voilà, il y a toujours un retour puisque je me sers de la plateforme Nolio.
Et donc, je planifie, je regarde un petit peu comment mes séances se passent, etc. Je reste sur des datas très, très basiques. Je ne vais pas chercher d'HRV. L'HRV, j'ai testé, c'est pas pour moi. Je trouve cette valeur trop volatile, bien que malgré que j'ai pu le faire de façon régulière et de façon vraiment propre, je trouve que ça corrélait pas du tout des fois avec ce que je ressentais. Donc j'ai laissé tomber le HRV, je reste sur des valeurs vraiment très basiques. Voilà, la fréquence cardiaque, la plupart du temps la fréquence cardiaque en fonction de mes intensités d'effort, voir si c'est corrélé en fonction de mes sensations, etc. Voir si je suis un petit peu plus rapide ou moins bien, etc. Donc vraiment sur des trucs basiques, je veux pas que ça soit invasif, je veux juste rester simple dans l'approche pour pas me prendre la tête. Et si vraiment je veux creuser, je vais aller voir peut-être 2-3 trucs supplémentaires, 2-3 données supplémentaires. Mais honnêtement, il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin. À partir du moment où on a l'écoute de son corps au niveau des entraînements, comme je le dis, l'entraînement à la sensation, c'est quelque chose qui revient de plus en plus dans tous les cas. Vous pouvez regarder chez les athlètes élites, hein, quand on leur parle de comment ils s'entraînent aujourd'hui, vous faites un petit peu le tour. Que ce soit Rémi Bonnet, que ce soit Mathieu Blanchard, il parle beaucoup de sensations et c'est très compliqué après d'aller parler de seuil, de VMA, tout ça. On est plus au niveau de la sensation quand vraiment on part sur des séances, quoi. Même sur des séances de fractionnés. Quand voilà, on va se faire des 10 fois 400, je vais pas regarder la montre. Voilà, je vais y aller à la sensation. Je sais que ce sera une sensation relativement dure qu'il faut que je tienne 10 fois 400. Voilà. Et après, à partir du moment où on s'est réapproprié toute cette connexion avec notre cerveau, toutes ces sensations, les entraînements deviennent d'autant plus faciles. Et la finalité, c'est que si après on va en course, c'est encore d'autant plus facile. Parce que on saura gérer justement nos efforts pendant la course. Si tu pars pour 5, 6, 7 heures d'effort, tu sauras vraiment gérer tes allures, tes sensations pour pas te cramer, quoi. Et essayer d'être le plus connecté possible pour tout gérer après en fonction de ce qu'il va y avoir, en fonction de tes sensations, en fonction de ta forme du jour, etc. Voilà, donc pour l'entraînement en course à pied, honnêtement, il y a des choses super intéressantes à en tirer. Pour tout ce qui est détail de séance, en course à pied, en trail running, la plupart des séances sont sur Strava. Donc si jamais tu vas aller jeter un coup d'œil, vas-y, abonne-toi et puis tu verras un petit peu comment ça s'est passé les dernières semaines, donc quand je suis arrivé au printemps où j'ai monté le volume en trail running, il y avait toujours des séances spécifiques. Après, en trail running aussi, je m'entraînais à plat sur des séances rapides. Et après, j'ai commencé à faire des séances spécifiques en côte, en trail running, des séances où je gardais ma foulée, des séances où j'ai commencé à marcher de façon active sur des côtes relativement fortes. Bref, j'ai essayé de développer pas mal de qualités physiques. Et s'il y avait un truc à retenir sur cette prépa, je pense que ce qui m'a manqué, honnêtement, c'est d'aller en montagne, parce que j'ai pas eu le temps, malheureusement, de partir à la montagne, de me faire quelques journées, parce que comme je suis pas loin, j'habite à même pas 3 heures des montagnes, des premières montagnes. J'ai la chance d'avoir un logement là-bas, donc je m'y rends souvent. Cette année, j'ai pas pu. Et ce qui m'a manqué, donc, pour revenir là-dessus, c'est l'entraînement en montagne, c'est déjà les sensations. Et ce qui m'a fait le plus défaut, c'est la descente. Et je me rends compte, en fait, que la descente en trail, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que je travaille vraiment précisément à chaque fois. Et là, je l'ai ressenti parce que ça me manquait. Et sur le trail de Vars, comme même sur le trail de Sercheux, je sentais quand même ça me manquait. Il me manquait un petit truc sur la descente, il me manquait un petit peu de casse de fibre. Et c'est vrai que ça, c'est un point sur lequel il faudrait que je revienne dans de prochaines vidéos où je parle bien précisément de ce que représente la descente en trail et qui sont des descentes relativement violentes des fois sur des portions à 35-40% et sur vraiment du 1000 mètres
d'un coup, quoi, sur 1000 mètres de dénivelé négatif. Il faut pouvoir les encaisser parce que quand on s'entraîne sur des petites portions de 150, 200 mètres en descente, même qu'on les court à fond, donc je veux bien que ce soit un entraînement passif, même si on les fait à fond, hein, comme je dis, c'est un entraînement, je veux dire, répétitif, comme du fractionné, mais quand même, pouvoir être en montagne et pouvoir se mettre du 500, voire 1000 mètres de dénivelé négatif d'un seul trait, c'est quand même autre chose. Voilà, c'est quand même autre chose, et moi, je l'ai bien senti là, et je pense que c'est quelque chose qui peut faire la différence dans les trails en montagne, lorsqu'il y a un gros dénivelé négatif sur peu de kilomètres, quoi. Et c'est en général, ben là, c'est ce qui s'est passé sur le Vars Mountain Trail. Là, il y avait une grosse descente à la fin qui durait très longtemps. Donc, je sentis à la fin que mes quads, ils tiraient un peu la gueule. Et moins sur le Search Trail parce que je m'étais un peu plus entraîné du coup, parce que j'avais mis l'accent un petit peu sur la descente. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut revoir. Qu'est-ce que c'est qui morfle dans les descentes? C'est les quads. À mort, à mort, à mort. Les quads, les quads, les quads, les quads. En course à pied, sur route, c'est vrai que moi j'aurais plus tendance à travailler la chaîne postérieure, tout ce qui est ischio, fessier, vraiment plus focus là-dessus. Et secondaire, tout ce qui est quad, face postérieure. Que en trail, honnêtement, je ferais passer la chaîne postérieure plutôt en secondaire et je travaillerais plus les quads. Lorsqu'on parle de trail à la montagne, hein, bien évidemment, quand il y a beaucoup de dénivelé, je mettrai quand même les quads secondaires, même si c'est important de les travailler, attention, les quads. La chaîne postérieure en secondaire, même si c'est très 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 important de travailler tout ce qui est chaîne postérieure. Et ça aussi, j'en parlerai très très prochainement. La chaîne postérieure, que ce soit en trail running ou en running, super important de les travailler. C'est vraiment un gage de puissance et aussi de performance. Mais là, pour le coup, en trail running, honnêtement, je crois que sur des trails de montagne, c'est quand même un peu plus judicieux de faire du focus sur les quads. Parce qu'en descente, vraiment, on sent que ça tape, quoi. On sent que vraiment, vraiment, ça tape. Donc, voilà où j'ai manqué un petit peu d'entraînement, surtout au niveau des descentes. Ou sinon, dans l'ensemble, malgré que c'était pas l'entraînement optimal, j'y ai trouvé mon compte, je me suis fait plaisir, comme je le disais, c'était vraiment l'essentiel pour moi. J'ai pris du plaisir, mais j'ai pas trop souffert, honnêtement, surtout sur le Search Trail où j'ai vraiment pris ça vraiment très très cool. Les 3 quarts de la course, j'y suis allé sur du velours, quoi. Je voulais pas prendre de risques, il pleuvait, il faisait un petit peu frais, donc bon, j'ai dit, je vais pas me mettre dans le rouge, j'ai pas envie de souffrir. Là, j'y suis allé vraiment. Vraiment sur du velours. Il n'y a que sur la grosse dernière descente où je dis bon allez là maintenant j'ai bien du jus, je me suis bien reposé sur mon entraînement. Maintenant là je vais me faire un petit peu mal au niveau des cuisses, seule chose que j'ai faite jusqu'à la fin. Et c'était 100% plaisir. En ce qui concerne la muscu, donc comment je me suis entraîné? Eh bien la muscu, j'ai grandement réduit les volumes. Alors cet hiver, je m'entraînais avec des volumes qui étaient relativement réduits par rapport à l'année précédente. Sauf que j'ai changé mon approche de l'entraînement. Je travaillais relativement lourd en format EMOM. Alors EMOM, c'est, pour ceux qui ne savent pas, every minute on a minute. C'est-à-dire que tu travailles, tu fais tes répétitions et ton temps de repos dans 1 minute. Voilà, par exemple, un EMOM de 10 minutes pour du squat, à 4 répétitions par exemple. Voilà, tu fais 4 répétitions de squat et le temps qui reste pour finir la minute, tu te reposes. Et dès que tu entames la 2e minute, eh bien, voilà, tu recommences tes 4 squats, tu attends la fin de la minute, etc. Et tu fais ça pendant 10 minutes. Voilà, j'ai travaillé sur des formats comme ça, j'ai été très progressif dans mon approche, je travaillais plutôt lourd, j'ai réduit pas mal les volumes, mais par contre, c'est vrai que je travaillais plutôt lourd. Et l'approche que j'ai eue aussi, c'est que je ne travaillais pas lourd tout le temps. En fait, en gros, c'est que je faisais une séance lourde au niveau du bas du corps, donc jambes, où je mettais du squat des fois sur les mouvements les plus globaux. Hein. Je mettais une séance jambes lourde, squat, deadlift, donc soulevé de terre, hein. Que les mouvements globaux. Squat, deadlift, je travaillais un peu les fessiers, les mollets,
et on s'arrêtait là. Donc là aussi, tu pourras avoir quelques séances sur Strava. Ensuite, dans une deuxième séance, lors de la semaine, je travaillais tout ce qui était haut du corps. Donc, traction, voilà. Il y avait des pull-ups, il y avait des dips, du développé couché, du dumbbell row, enfin du row aux haltères, que ce soit d'un bras ou de deux bras, avec les deux bras. Donc, je travaillais haut du corps, essentiellement, toujours très lourd, et en EMOM. Voilà, pour la deuxième séance. Et la troisième séance, quand il y en avait une, parce qu'il n'y en avait pas tout le temps, eh bien, je faisais des séances plus spécifiques. C'est-à-dire que j'allais peut-être aller chercher de l'isolation sur des petits muscles, donc épaules, biceps, triceps, avec très peu de volume, juste des petits rappels. Ou alors faire des mouvements un peu plus globaux, des mouvements un petit peu plus spécifiques au niveau des jambes ou au niveau aussi des pecs, du dos. C'était vraiment en fonction de ce que je voulais le jour même, en fonction du jus que j'avais. Donc, comme je le disais, ça pouvait être soit, par exemple, du pistol squat, ça pouvait être du deadlift sur une jambe, ça pouvait être des élévations latérales pour les épaules, ça pouvait être du développé incliné à un bras, ça pouvait être des biceps, ça pouvait être triceps, bref, voilà. C'était des séances qui duraient généralement, en tout et pour tout, qu'elles soient lourdes ou spécifiques, pas plus de 3/4 d'heure généralement. Et il faut savoir qu'en général aussi, je fais ces séances, le corps de la séance, vraiment, dure même pas environ 30 minutes, max. C'est vraiment le max. Hein. Et le reste, en fait, je fais des abdos. Parce que c'est vrai qu'il faut compter à chaque séance, je fais 10 minutes à 15 minutes une séance abdos-lombaires, alors que c'est gainage, abdos dynamique, etc. Mais il y a toujours des abdos, toujours du gainage abdos-lombaires dans toutes mes séances. Et j'ai pas aussi compté l'échauffement. Il y a quand même un échauffement qui me prend minimum 10 minutes. Articulaire, mobilité, bon bref, là je suis toujours assidu là-dessus. Je prends de l'âge, et ouais, je prends de l'âge, j'ai 43 ans, bientôt 44 au mois de novembre, donc il faut que je fasse attention. Et ouais, attention à l'âge, j'ai pas la même faculté de récupération. J'ai fait une vidéo là-dessus, attention, à un moment donné, il ne faut pas présumer de ses forces. Je sais très bien que je ne peux pas me cramer. Ça m'est arrivé des fois d'aller d'ailleurs un petit peu trop loin au niveau du volume et je récupérais pas très bien. Donc au niveau des volumes que je me mettais en muscu, il ne faut pas négliger la muscu et l'impact que ça a au niveau physiologique après quand on veut s'envoyer des séances de running et des séances de trail. Faut faire super attention parce que à ma hauteur à moi, aujourd'hui, je sens que la faculté de récupération n'est pas la même. Donc aux quarantenaires passés, attention, si vous avez la chance de pouvoir toujours récupérer plus ou moins bien, ça va, mais sachez qu'à un moment donné, il y a une petite bascule qui se fait et il faut faire attention, il faut vraiment s'écouter. Voilà. Quand on sent que nerveusement, ça ne suit pas, il faut lever un petit peu le pied, il faut tout simplement réduire les volumes, vraiment favoriser la récupération, sommeil. Premier truc, moi qui est très important, c'est le sommeil. Vraiment faire des siestes quand on a l'opportunité d'en faire. 20 minutes, honnêtement, ça suffit. Enfin, en ce qui me concerne, 20-30 minutes, c'est quelque chose qui est très, très régénérateur pour moi. Et alimentation, l'eau, etc. Bon, ça, vraiment, on sait que c'est les sources de récupération premières. Voilà. Donc, en musculation, faire très attention. J'ai réussi à m'entraîner comme ça pendant toute cette année. Ça m'a fait quand même du bien. Je pensais que j'allais peut-être perdre en volume, que je allais perdre en qualité. Pas du tout. Honnêtement, je me sens super bien. Et je pense que je reviendrai là-dessus d'ailleurs dans tous les cas. Et c'est ce sur quoi je préparais d'ailleurs les prochains trucs que je proposerai à l'avenir sur le site pour le renforcement musculaire. Des séances vachement complètes, très très bien distinctes de l'une à l'autre et qui apportent énormément de bénéfices, non seulement pour la vie de tous les jours, mais aussi pour la pratique du running, pour la pratique du trail. Donc l'approche que j'ai pu avoir là ces 2 dernières années a fait que, honnêtement, ça m'a apporté beaucoup. Ça m'a apporté beaucoup au niveau de l'ouverture d'esprit et au niveau de comment je pouvais appréhender la pratique du trail et du running avec la musculation. Et savoir aussi vraiment si ça touchait aussi les autres athlètes, si ça touchait d'autres personnes
au niveau de ce que je pouvais ressentir. En discutant avec des gens autour de moi, voilà, moi je m'entraînais comme ça. Et toi, quand tu t'entraînes comme ça, comment tu le sens, etc. Parce que c'est important de demander, parce qu'on n'est pas tous égaux. Donc il y a des choses qui vont super bien marcher sur nous, pas sur d'autres. Donc c'est bien d'avoir quelques points communs sur lesquels on peut se rejoindre, se dire, ah ouais, quand même, ça c'est quelque chose qui marche au final, tu vois, on se rend compte que lui ça marche, lui ça marche, lui ça marche, moi ça marche. Donc en mettant les trucs bout à bout, on se rend compte qu'il y a des méthodes qui sont peu conventionnelles parce que on n'a pas l'habitude de les enseigner. Et c'est bien d'aller les explorer, de les essayer et de voir que ça porte vraiment ses fruits. On a aussi le problème que on est en France, que c'est pas aussi ouvert par exemple que dans d'autres pays au niveau de l'ouverture d'esprit et de l'entraînement. Mais c'est bien de pouvoir échanger, de pouvoir apprendre encore, d'avoir Internet pour s'ouvrir l'esprit à tous les niveaux, et notamment celui de l'entraînement, d'endurance et de la force. Donc où j'ai appris énormément et ça m'a donné des plans de structure vraiment pour pouvoir m'entraîner de façon la plus optimale possible. Et cette façon de s'entraîner de façon optimale, c'est quelque chose que vraiment je veux partager dans les prochains mois. Et c'est ce sur quoi vraiment je vais bosser dans les prochains mois et que je veux proposer d'ici le début de l'année 2025. Parce que cette approche de l'entraînement en renfo et en trail running, et running d'ailleurs, fait que vraiment il y a quelque chose à aller chercher, que tu sois débutant ou que tu sois un peu plus avancé, il y aura vraiment quelque chose à aller chercher avec ces méthodes d'entraînement. Donc je tiendrai au courant la plupart des gens qui sont connectés sur l'avancement de tout ça. Donc bilan de l'entraînement en course à pied, est-ce que j'ai fait vraiment des progrès cette année? Non, honnêtement non, je vais être honnête, je pense pas avoir fait vraiment plus de progrès que ça. On fait toujours des progrès parce que l'âge aidant, comme je disais, on n'a pas forcément la même faculté de récupération. Mais est-ce que j'ai fait des progrès intrinsèquement? Oui. Au niveau de la performance, non. Je pense pas. Parce que, comme je disais, avec le peu de temps que j'avais et l'énergie qui me restait, étant pas forcément optimale aussi pour m'entraîner, je ne pouvais pas vraiment miser sur voilà, on va dire une hausse de performance énorme. En tout cas, j'ai pris du plaisir. Je pense que ça, c'est l'essentiel. Et c'est ce sur quoi je pense qu'il faut vraiment se focaliser à partir du moment où on veut faire des sports qui sont liés à l'endurance, à la force. Il faut avoir cette dimension plaisir et pas tomber vraiment dans le truc où je veux faire parce qu'il faut que je sois performant, parce que l'autre fait, parce que non. Putain, levez-vous le matin et dites-vous, ah, je me lève, mais j'ai envie d'y aller, quoi. Voilà, j'ai envie d'y aller. Attention, je ne dis pas que quand on dort, que c'est dur, c'est facile de se lever. Hein. Non, non, c'est vrai, il y a des fois, c'est vraiment très chiant. Par contre, là, je parle de la satisfaction vraiment de voir les progrès quand ils y sont, de se faire un petit peu mal et d'avoir après cette descente où on se sent super bien et on sent que ça nous fait du bien. Donc vraiment connaître cette sensation, connaître la douleur de l'effort pour après apprécier ce moment de détente quand ça redescend et ce moment de satisfaction perso, quoi. Donc ça, voilà, pour le coup cette année, ça y était, mais même si j'ai pas pu aller au bout de ce que je voulais faire, que c'était pas des entraînements optimaux, j'ai pris énormément de plaisir et en plus, ça m'a permis de réfléchir sur tout ce que je voulais faire à l'avenir dans cette prochaine année 2025. Et il faut savoir que y a beaucoup de choses, beaucoup de contenus qui vont être proposés. Et c'est ce qui va être le plus dur maintenant, c'est comme j'en parlais tout à l'heure, c'est de trouver l'organisation. Ouais, il va falloir que je m'organise, quoi. Il va falloir que je m'organise et faire ça au mieux. Voilà. Donc voilà ce qu'il en était pour mon entraînement. Les courses, pour le Vars Mountain Trail, c'était 24 km. 24 km, il y avait 1004 de D+, mais il faut savoir qu'on descendait un peu plus bas parce que l'arrivée n'était pas au point de départ, l'arrivée était plus bas. Donc il y avait 1800 mètres de D+, et c'est là où je disais que la descente m'a fait un petit peu mal parce que c'était une très très longue descente. Et j'ai senti en fait à la fin, quand j'ai voulu
dérouler un petit peu plus, qui me manquait un petit peu de jus pour tenir un peu le rythme, quoi. Et c'est vrai que sur la fin, ça remontait un petit peu. Bon, après, il faut quand même que je souligne que j'étais parti pour tester avec une seule flasque. Il faisait hyper chaud. Je pensais que le ravitaillement, un ravitaillement allait me suffire, mais honnêtement, ça faisait très limite le ravitaillement avec cette chaleur. 24 bornes, ils auraient dû faire comme l'année d'avant où ils avaient mis 2 ravitaillements, un simplement liquide et le deuxième en solide et liquide. Là, honnêtement, je suis parti avec une flasque. Bon, ça a été une erreur, hein. C'est moi qui voulais essayer, ça a été une erreur. Protocole alimentation, il n'était pas mauvais. J'étais un petit peu en dessous. Je savais qu'il me manquait un petit peu quand même. Mais ça, je vais en revenir sur le protocole d'alimentation parce que cette année, là aussi, j'ai fait des tests, justement. On en parlait. J'ai testé un nouveau protocole parce que Morten proposait de nouveaux produits. Donc, je les ai essayés. Et honnêtement, j'ai testé un protocole. Je ne bois plus de boissons sucrées. C'est terminé. Je me fais une petite boisson à base d'un ingrédient magique dont je parlerai très prochainement. Donc là aussi, il faut rester connecté. Et je prends uniquement des gels, voilà, un certain grammage horaire qui marche super bien avec la boisson que je prends. Et ça, j'en parlerai dans un autre épisode. Donc ça, c'était la course de Vars. Pour la course ensuite de Sercheux, ça s'est super bien passé. J'étais encore plus en forme parce que je me suis entraîné du coup de façon adaptée cette fois-ci. Il pleuvait, il faisait un peu plus frais, mais du coup on ne souffrait pas de la chaleur. Donc moi j'ai trouvé la course pas très difficile, malgré qu'elle soit exigeante, parce qu'on passe quand même à 2 reprises à 2007. Et d'ailleurs le Vars Mountain Trail aussi, on était à 2007, on passait un bon petit moment à 2007 d'ailleurs. Et je l'ai senti passer, mais du coup, j'ai réussi à me gérer parce que maintenant, je connais un peu les effets que ça a sur moi, l'altitude, hein, malheureusement. Donc, j'adapte. J'adapte mon effort en fonction de l'altitude. Et pour le Serche Trail, honnêtement, j'y suis allé vraiment sur du velours, comme je disais, très cool, sur les 3/4 de la course. Les 8 derniers kilomètres où ça descendait, bon, là, j'ai envoyé parce que j'avais envie, je me suis fait plaisir. Je sentais que les cannes étaient un peu mieux préparées, malgré que sur la fin, quand même, je les ai senties parce que bon, ça tapait un petit peu. Mais quand même, elles étaient prêtes. Voilà, je savais que là, je m'étais entraîné de façon vraiment optimale et vraiment adaptée pour ce trail-là. Donc, super bien. Et là, j'ai continué à m'entraîner. Je suis parti en montagne la semaine dernière. J'ai pris un plaisir fou. Ça me faisait trop du bien d'être à la montagne. Putain, c'est ça le trail, quoi. Voilà, d'ailleurs, j'ai fait un réel sur ça, et puis j'ai pris un plaisir de malade, quoi, à me faire ces 2 sorties sur 2 jours d'affilée, là. Putain, si j'avais pu rester un jour de plus, j'y serais resté. Ça m'a fait un bien fou. De suite, les entraînements ne sont pas les mêmes quand on est en montagne. Hein. Il n'y a pas à chier, quoi. J'habite à Marseille, il y a du dénivelé, il y a des reliefs, mais c'est pas pareil. Voilà, c'est pas pareil, la montagne, c'est la montagne, et honnêtement, pour s'entraîner, je pense qu'il y a rien de mieux quand même que d'aller se faire des petites virées là-bas, passer 3-4 jours. Honnêtement, les bénéfices pour moi, en tout cas, sont pas les mêmes, et surtout le plaisir. J'ai plus de plaisir à aller faire du trail en montagne qu'ici sur les collines de Marseille, malgré que ce soit très beau, attention. Je dénigre pas les collines de Marseille, mais quand même. Donc voilà, et là, donc il arrive le Gap en Cime, 47 km, sur lequel je vais m'aligner avec Tony Bogno, l'invité qui avait dans le podcast précédent. On va faire ça ensemble. J'y vais confiant. 47 bornes, ça fait longtemps que j'ai pas couru une si longue distance. Et puis Tony va le faire avec moi. Alors Tony, honnêtement, il est très solide. Hein. Il a un entraînement, il a du potentiel parce que malgré qu'il s'entraîne pas vraiment de façon assidue, je le trouve super solide. Il fait des temps plus qu'honorables sur là la dernière fois au Serche Trail, lui il a fait le 45. Et honnêtement, il s'est très très bien débrouillé. Bon, sauf que ces protocoles alimentaires de ravito, ils sont à chier. Mais une fois qu'il aura réglé ces petits trucs-là et qu'il s'entraînera sérieusement, il peut faire très très mal. Honnêtement, lui, il a vraiment du potentiel. Et donc on verra bien. Au Gap en Cime, j'y vais aussi là pour prendre 100% plaisir, faire vraiment dans la gestion.
J'ai testé les bâtons. Pour l'instant, je pense pas que je vais les prendre. Alors, c'est pas mal. Je pense que sur des longues sorties, je pense qu'ils doivent durer des journées entières, plus de 10 heures. Je pense que ça peut être utile. Mais là, sur le 47, je les prendrai pas. Je n'ai pas trop envie de m'encombrer avec ça. Ça me suffit de m'appuyer sur mes genoux quand les pentes, elles sont... Là, j'ai pas trop envie. Honnêtement, je me sens pas. J'ai essayé à plusieurs sorties. Donc, on verra à l'avenir. Mais là, pour l'instant, pas envie. Voilà. Donc, pour tout ce qui est bilan trail, bilan course à pied, bilan muscu de ces derniers mois, s'il y a des questions, eh bien, si tu es sur YouTube, les commentaires, ou sinon, ben, si tu es sur les podcasts, les plateformes d'écoute, va sur les réseaux sociaux, pose-moi des questions, Insta, Facebook, bref. Et je répondrai bien évidemment. Là, maintenant, on va passer à la deuxième partie. Et aujourd'hui, on va parler chaussures. Et oui, on parle chaussures. Donc. Alors, pour la chaussure, c'est vrai qu'aujourd'hui, la chaussure, si on fait un bilan rapide de l'évolution des chaussures depuis plus d'une dizaine d'années, hein, honnêtement, ça fait plus de 15 ans, c'est un marché qui est en pleine explosion, que ce soit en running et en trail, notamment en trail, hein, c'est vrai que c'est en train d'exploser. Il y a une évolution des matériaux, il y a des mousses qui ont évolué, enfin, comme je parlais, hein, des matériaux, il y a les plaques de carbone qui se sont insérées, que ce soit dans le running et même dans le trail, donc ça après on peut en discuter aussi. Il y a aussi le prix hein, qui a bien évolué, hein, qui fait bien mal au cul quand même. Quand on prend des paires qui commencent à avoisiner les 200, là, ça commence à faire bien mal, alors qu'avant, quand on prenait des chaussures de running, je me rappelle, il y a un peu plus il y a 15 ans en arrière, quand on avait une paire à 120 €, on avait déjà des chaussures de qualité. Là, c'est vrai que ça s'envole, ça me fait halluciner de voir des chaussures à plus de 300 €, quoi. C'est hallucinant. Bref, pour les plus chers en running, hein. Mais bon, bref, c'est comme ça, c'est la loi du marché, malheureusement. Je trouve ça un peu exagéré, mais bon, voilà. Donc, pour parler de l'évolution des chaussures, c'est vrai qu'il y a eu, c'est vrai, hein, c'est indéniable, il y a eu une avancée au niveau des matériaux et de la manufacture qui est quand même assez incroyable, que ce soit dans le running ou dans le trail aussi. L'arrivée de ces nouvelles mousses, là, on en reparlera tout à l'heure. Là, je ferai vite un petit bilan des chaussures que j'ai pu essayer cette année, hein, des nouvelles chaussures. Il y a des matériaux qui sont quand même incroyables. Et ça, faut quand même l'admettre. Maintenant, pour parler des chaussures, faire le point, ce que je vais partager aujourd'hui, en fait, c'est pour aider les personnes à plus ou moins rapidement. De toute façon, je referai une vidéo aussi, là, comme je disais au début, une vidéo spécifique pour les chaussures, où je rentrerai un petit peu en détail au niveau de chaque critère que je vais énumérer là, maintenant. Mais aujourd'hui, le but, c'est juste de faire un petit peu le tour et de savoir vers quels critères se tourner en fonction de ce qu'on recherche, en fonction de son niveau. Aujourd'hui, en fait, quand on est débutant, en fonction du choix, là, c'est vrai que le choix, il est hallucinant. On a des marques qui nous proposent plein de modèles, que ce soit en running, en trail running. C'est compliqué de s'y retrouver, c'est vrai, tant le choix est quand même relativement grand. Donc, et les marques, en fait, s'adaptent. Voilà, s'adaptent à l'offre. Et c'est vrai que pour quelqu'un qui rentre dans la discipline du running ou du trail running ou du trail, hein, ils vont s'adapter. Donc quelqu'un qui rentre dans cette discipline-là, il va pas mettre 200 € parce qu'il sait pas trop ce qu'il va faire. Est-ce que je vais rester là-dedans? Je vais pas mettre 200 € dans une paire de chaussures que peut-être je vais pas remettre. Après, il y en a d'autres qui s'en foutent. Hein. Ils ont du budget. Non, moi, je veux le meilleur et tout. Bon, ils ont pas tort non plus. Mais il faut pas faire de conneries. C'est-à-dire que quand tu démarres, le premier critère, je pense, qui va compter et qui est unanime, je pense que chaque gars qui va voir un gars dans un magasin, s'il y va pour demander une paire de chaussures, ça va être le confort. Le premier critère, c'est le confort. Un débutant qui démarre, c'est le confort. Le confort, il passe par le chausson. Donc, comment tu te sens dans le chausson? Déjà, quand tu mets cette chaussure au pied, comment tu te sens? Ensuite, ça passe aussi par l'amorti. Quelqu'un qui démarre le trail ou le running, il va pas vouloir un amorti trop ferme. Généralement, il va aller plutôt se tourner vers des amortis relativement moelleux, donc qui rejoignent un petit peu ce confort. Et là,
Après, les autres critères que sont le dynamisme, que sont la stabilité, bon, ça on le ressent sans trop le ressentir, mais bon, on va pas forcément aller les demander. Mais généralement, les premières chaussures qui sont offertes aux débutants, généralement offrent quand même pas mal de stabilité parce qu'on sait que ce sont des chaussures, des appels d'offres en fait, donc des trucs, des premières entrées. On peut pas faire des trucs trop techniques qui demandent vraiment un pied aguerri, quoi. Donc, les premiers critères qui sont vus par les fabricants pour les débutants, ça va être voilà, le confort, le premier critère de base, qui va englober l'amorti et le chaussant, quoi. Voilà, comment on se sent dans la chaussure. Et c'est vrai que là, les marques proposent tellement de choses, mais c'est tellement compliqué aujourd'hui de se tourner vers des marques, et chacun en plus après va avoir son argument, que je pense que la meilleure idée pour un débutant, vraiment, c'est de se rendre dans un magasin et d'aller essayer les chaussures. Je sais que la tentation d'aller acheter sur Internet, elle est toujours là parce que c'est facile. Mais c'est chiant, quoi. C'est chiant parce qu'on ne peut pas essayer. Et puis même, si tu vas dire, oui, je les reçois, je les essaye, ça ne me convient pas, je repars. Mais c'est bien d'avoir des gars qui te conseillent. Honnêtement, voilà, tu vas dans des magasins. Aujourd'hui, la plupart des gars qui travaillent dans ces magasins spécialisés, ils connaissent le sujet, ils savent très bien te conseiller. Et d'ailleurs, moi, quand j'ai choisi ma dernière paire de running, c'est ce que j'ai fait. Je suis allé en magasin. Je voulais pas rester chez Salomon, par exemple, en running. Je voulais aller ailleurs et je voulais tester. Donc, je suis allé en magasin, j'ai testé ça. C'est d'ailleurs François qui m'a aidé. D'ailleurs, François, si tu m'écoutes, il travaille à Terre de Running. Je le remercie, qui m'a super bien conseillé. Et voilà, j'étais parti sur des chaussures, des modèles et tout ça. Et puis j'ai fini avec les Endorphin Pro 4 de Soconi. Et putain, c'était exceptionnel. Bref, mais je les ai essayés. Je les ai mis au pied, j'ai vu ce que ça donnait, j'ai essayé d'autres modèles, etc. Et c'est vrai que voilà, quand j'ai essayé ça, je fais putain, mais ça c'est excellent. Le chaussant est exceptionnel. Voilà, ça répondait vraiment à ce que je recherchais. Donc, on est tous à la recherche de quelque chose, mais je pense que quand on ne connaît pas trop, le mieux, c'est d'aller se déplacer, de faire l'effort et d'aller essayer, de se faire conseiller et de voir ce que ça donne. Après, au fur et à mesure, c'est là où je vais en venir, c'est que plus on évolue et plus on commence à affiner un petit peu ses choix, ses critères, et là, on va commencer à dire, ouais, voilà, là, c'est un petit peu trop mou, tout ça, j'aimerais peut-être un peu plus envoyer quand je fais du fractionné. Quand vous allez commencer à faire du fractionné, si l'amorti est trop mou, vous allez peut-être pas trop le ressentir parce que vous n'avez pas essayé de chaussures avant, mais dire, allez, bon, on va tester d'autres chaussures, quelque chose d'un peu plus dynamique, quoi. Et à ce moment-là, vos critères vont évoluer. Voilà. Ils vont évoluer au niveau du dynamisme, au niveau de la stabilité, au niveau de ce que vous recherchez vraiment, ce que vous attendez vraiment de la chaussure. Et tout ça va évoluer. Et là, c'est vrai que les marques vont avoir chacun leur petite spécialité. Vous allez après avoir ces fameuses plaques carbone qui ont été un argument marketing qui ont fait mouche, hein, puisque aujourd'hui, quasiment plus aucun athlète de haut niveau sur route sur route ou en marathon ne court sans plaque de carbone. Donc ça a bien marché. Même au niveau amateur, hein, on est tous avec des carbones. Alors, après, on va pas rentrer dans le débat, mais bon, est-ce que ça fait vraiment la différence? Moi, je sens que c'est surtout la mousse et la combinaison de la mousse et de la plaque qui fait que, parce qu'avec les Soconi, par exemple, on sent vraiment au départ, quand on met la chaussure au pied, sans vraiment courir, que la mousse, elle est hallucinante. Ils ont fait des progrès là-dedans qui sont énormes, et on sent que la mousse, vraiment, elle a une propriété rebondissante qui est vraiment hallucinante. Il faut vraiment les mettre au pied et marcher avec pour comprendre déjà la qualité de cette mousse, quoi. Et je pense que c'est la combinaison entre plaque de carbone et la mousse qui fait que il y a peut-être quand même un gain de performance. Après, ça se discute. C'est vrai qu'il y a des débats là-dessus. Maintenant, entre elles, est-ce que la plaque carbone, pour les gens qui ne savent pas trop, il y a des modèles qui proposent aujourd'hui des plaques carbone dans le trail. Honnêtement, je ne vais pas non plus trop m'avancer parce que je n'ai pas essayé et je ne veux pas non plus dire c'est de la merde ou c'est pas...
Mais c'est vrai qu'en me faisant de la projection, on essaye aussi, je pense, là, de faire du marketing pour essayer d'attirer l'attention de l'acheteur. Est-ce que le carbone est utile en trail? Je suis moins sûr. Après, j'essaierai. Mais mon a priori fait que le trail est une discipline où quand on évolue sur des terrains, même qui soient peu techniques, le pied ne se positionne jamais de la même façon, il y a de la torsion. Le pattern de course n'est jamais le même, contrairement à la course à pied, où c'est très linéaire au niveau du pattern de course. Donc, c'est deux approches différentes au niveau de la structure. Je sais que les plaques carbone, forcément, ne sont pas forcément les mêmes, qu'elles n'ont pas été élaborées de la même façon et disposées de la même façon. Mais est-ce que c'est vraiment utile d'avoir du carbone dans une chaussure de trail? Je sais pas. Je sais pas. Donc, quand vous choisissez vos chaussures, en trail, ne faites pas la priorité au niveau de cet argument-là, au niveau de la plaque carbone. Je pense qu'aujourd'hui, Medavik, c'est un argument qui n'est pas forcément légitime. Maintenant, ce n'est que mon avis. Si les personnes évoluent avec des chaussures en plaque carbone entre elles et à qui ça plaît énormément et qui sentent la différence, eh bien qu'ils en témoignent, ça serait cool de partager leur avis. Mais bon, voilà, aujourd'hui, moi, je pense qu'il vaut mieux aller tirer directement d'abord sur le premier critère du confort. Et après, on affine petit à petit. C'est vrai qu'il y a aussi le type de foulée. C'est d'un critère auquel vraiment maintenant la plupart des gens font attention lorsque vous allez acheter. Pied en pronation, c'est-à-dire le pied qui part, qui s'affaisse vers l'intérieur. Pied en supination, la foulée en supination, c'est-à-dire le pied qui s'affaisse plutôt vers l'extérieur quand vous courez. Ou pied neutre, des fois vous pouvez avoir un pied qui est totalement droit à chaque foulée. Il faut savoir que les chaussures aujourd'hui, pour éviter de se priver de certains clients, vont pas forcément avantager une foulée ou l'autre. Ils vont proposer des chaussures qui ont des renforts d'un côté et de l'autre. Donc avant, oui, c'est vrai que ça jouait. On disait ouais, ça c'est des chaussures plutôt pour les pronateurs, surtout pour les supinateurs. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si vraiment ça fait une différence. Je pense que les marques ont bien compris que quand ils proposaient des modèles à 200 €, il ne fallait pas commencer à faire oui, là c'est pour les supinateurs, là c'est pour les pronateurs. On ne va pas s'en sortir. Donc autant faire des chaussures qui conviennent autant à l'un à l'autre, c'est-à-dire pour les foulées universelles, quoi. Hein, voilà. Et puis donc je pense que c'est un critère aujourd'hui qui n'est plus trop regardé, qui n'est pas plus trop abordé et mis en avant par les fabricants. Parce je pense qu'ils ont réglé le problème. Moi, étant pronateur assez prononcé quand même, je n'ai pas de soucis avec les nouveaux modèles aujourd'hui et je ne me pose plus la question de savoir si il y a des renforts, etc. Je pense que les fabricants font le nécessaire pour pas que les chaussures justement soient trop fragiles en pronation. La dernière expérience que j'ai pu faire, moi, une mauvaise expérience, c'était avec les Fuji Trabuco Max de ASICS, qui étaient les premiers modèles. Donc aujourd'hui, je ne sais pas comment du tout ils ont évolué, mais au bout de même pas 100 bornes, les chaussures étaient défoncées, totalement déformées en pronation. Et là, par contre, c'était vraiment un gros problème, parce qu'on le sentait, je le sentais, j'avais mal, enfin, à la fin de mes séances, j'avais mal au niveau des tendons d'Achille, parce que forcément, mes pieds étaient affaissés à l'intérieur, donc ça tirait sur le tendon, c'était une horreur. Mais elles étaient mortes, les chaussures étaient mortes. Je les ai jetées au bout de 100 bornes à peine, quoi. Rien, il n'y avait rien. Mais là, sur toutes les chaussures que j'ai pu avoir, donc d'ailleurs la dernière paire dont je vais parler, les Genesis, là je sens aucune déformation. Putain, c'est des chaussures aujourd'hui, je pense qui sont nickel, quoi. Donc voilà, si on doit résumer aujourd'hui le choix au niveau des chaussures, les gars, si vous êtes débutants, vous allez opter pour le confort. C'est sûr et certain, amorti, chaussons, voilà, on va chercher le confort à tous les niveaux. Après, petit à petit, eh bien, on va un petit peu s'affiner au niveau du ressenti, au niveau de ce qu'on désire et au niveau de nos façons de s'entraîner. Ça dépend de notre spécialité. Est-ce qu'on fait juste du jogging récréatif? Dans ce cas-là, on va rester dans le confort. Hein. Est-ce qu'on va aller se faire des méchantes
séance fractionnée sur piste, dans ce cas-là, on va prendre des trucs un peu plus dynamiques, un peu avec des amortis plus fermes, limite. Donc voilà, ça finira avec le temps et vous verrez que les marques vraiment proposent plein de modèles. Et aujourd'hui, je serais incapable de dire vas-y, prends tel modèle, c'est mieux, non. Je pense que chaque marque fait vraiment de très très bons produits. Chacun a son petit élément marketing pour se différencier, mais je pense que le mieux vraiment, c'est d'essayer. Malheureusement, il faudra passer par des essais et savoir sur quel modèle vraiment tu t'arrêteras à l'avenir. Voilà. Moi, j'ai fait ASICS, j'ai fait Salomon, que ce soit en running ou en trail running. Salomon, Saucony, Adidas aussi. Donc, honnêtement, je pense qu'il faut essayer. Puis, à un moment donné, on va trouver un truc qui nous correspond. Jusqu'à ce que d'un jour, on réessaie encore une autre marque, etc., etc., quoi. Des fois, on peut avoir des très, très bonnes surprises, comme des moins bonnes. Mais voilà, ça passe par des phases de test. Et justement, en phase de test cette année, donc j'ai eu 2 paires de nouvelles chaussures dont je voulais parler en running et en trail. Donc la première en running, les Endorphin Saucony Pro avec la plaque donc carbone qui sont faites donc pour la route et même la piste pour faire les séances de qualité. Et en trail running, les Genesis S-Lab de chez Salomon. Ce sont 2 chaussures vraiment exceptionnelles. Donc déjà, on va commencer par les Endorphin Pro 4. Chaussures donc à 250 €. C'est très cher. Honnêtement, ça me fait chier. Hein. Ça me fait vraiment chier de mettre 250 € dans une paire de chaussures. Mais bon, c'est le seul truc que je m'octroie, avec lesquels je me fais plaisir. Donc voilà, on a chacun nos passions. Et j'essaye. Mis à part le prix, honnêtement, quand j'ai mis ça au pied, j'ai trouvé ça hallucinant, comme je le disais, rien qu'à l'essai, rien qu'en marchant avec, je sentais la mousse qui était d'une qualité incroyable, qualité rebondissante. Déjà, on sent que ça rebombe rien qu'en marchant. On sent cette qualité-là de renvoi d'énergie. Et bien sûr, après, au niveau de la plaque carbone, alors oui, la chaussure est rigide. Est-ce que je cours plus vite avec ou pas? J'en sais rien. Par contre, elle est confortable. Le chaussant, le mesh, léger, très respirant et élastique, qui épouse parfaitement le pied. J'avais un problème, par exemple, avec les Fantasmes de Salomon, avec la plaque en TPU à l'intérieur, qui étaient de bonnes chaussures, mais le mesh trop rigide, les lacets trop longs, l'emprise au niveau du coup de pied pas bonne. Des fois, c'est difficile pour que ça épouse parfaitement la forme du pied. Là, pour le coup, Saucony propose un mesh tout élastique, donc vraiment, on dirait une chaussette. Et voilà, tout simplement, on dirait une chaussette. Donc, à partir du moment où on met ça, boum, ça épouse parfaitement la forme du pied. Les lacets aussi, les lacets avec un peu d'élastane à l'intérieur, donc super agréable. Il y a tout qui est agréable, vraiment. Tout qui est agréable dans cette chaussure. Pour les mettre, pour lacer, pour courir, l'efficacité de la chose, honnêtement, je suis désolé, mais là, je suis arrivé sur... vraiment sur un truc de performance au niveau de la finition, de la qualité de la chaussure. C'est incroyable. Incroyable. Ça va être difficile d'aller toucher quelque chose d'autre après. Mais là, pour le coup, dynamisme, confort, design. Alors, parlons du design aussi, très joli, très belle chose. Non, je trouve que c'est une très très belle réussite pour les séances sur piste ou sur séances rapides, hein, parce que faire des footings avec des chaussures comme ça, c'est très con. Honnêtement, ça n'a pas lieu d'être parce que c'est trop rigide et ça vaut pas le coup. Donc, vaut mieux limite prendre des trucs un petit peu plus cool pour faire des footings, mais pas des chaussures comme ça. Mais par contre, pour tout ce qui est séances de qualité où on sait que on va envoyer, elles sont incroyables. Vraiment des chaussures qui sont faites pour ça, quoi. Les gens qui prennent ça pour les marathons, pour leurs séances sur piste, etc. Donc très 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 bonnes chaussures, que ce soit techniquement. Alors au niveau design, comme je disais, elles sont très jolies. Dynamisme excellent, amorti excellent aussi. Comme je disais, avec ce rebond là, cette mousse qui est incroyable. La plaque carbone, ces lacets là qui sont aussi avec un peu d'élastane, ce chaussant qui épouse parfaitement le pied. Ce sont des chaussures extraordinaires.
et ça dure d'aller ailleurs. Voilà. Donc, première très bonne expérience pour les Saucony, pour les séances de qualité sur piste ou sur route. Et ensuite, deuxième énorme surprise, mais bon, qui n'était pas vraiment une, puisque tout le monde en disait du bien, c'est la Genesis S-Lab de chez Salomon pour le trail. Y trouver un défaut, c'est super compliqué. Super compliqué. J'ai pas de défaut à dire à cette chaussure, qui est faite pour l'ultra, certes, qui se diffère de la Pulsar parce que le chausson, enfin la toe box à l'avant, elle est beaucoup plus large. Elle est plus large, hein, quand même, puisque déjà j'ai dû prendre une demi-taille en dessous. Parce que quand j'ai pris ma taille qui est 46 d'habitude, c'était trop grand pour moi avec la S-Lab, alors que je la prends avec la Pulsar, ça me va parfaitement. Donc j'ai dû prendre 45, 2 tiers, je crois, un truc comme ça. Donc le chausson est plus large, donc on est beaucoup plus à l'aise pour les personnes qui ont les pieds larges comme moi. La Genesis, c'est vraiment parfait. C'est vraiment une chaussure qui est super agréable à porter. Confort, adhérence, il y a du dynamisme, ça accroche. Elle est renforcée. Enfin, le mesh matrix en plus. Bon, donc je peux te dire que niveau mesh, ça bronche pas quoi. Là, la 1000 bornes, je crois, elle est nickel. Il y a rien au niveau du mesh. Alors la semaine, enfin au début là, le début de la semaine là sur la pointe commence un petit peu à se décoller. J'ai mis 2 pointes de glu là, et c'est reparti. Hein. Donc non, j'ai très 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 peu de choses à dire finalement sur la Genesis 16 Lab, tellement que c'est une très bonne chaussure quoi. Et donc j'avais la Pulsar 2 que j'ai toujours d'ailleurs. Je me sers encore de la Pulsar 2 de temps en temps pour faire des petites sorties là sur des terrains meubles relativement peu techniques où je sais que je vais un petit peu me faire plaisir, accélérer. J'ai la Pulsar 2 qui est une super bonne chaussure que j'adore en fait. Et c'est pour ça que j'aime pas trop la Pulsar 3 du coup, où ils ont remis des crampons trop larges, enfin trop profonds. Je les trouve trop larges en fait. Et du coup, ça perd un peu de l'essence même de ce pourquoi la Pulsar au début a été créée, qui était pour Sierzinal. Je crois que c'était Kilian Jornet qui l'avait élaboré avec Salomon pour Sierzinal, qui est une course rapide sur un terrain peu technique, donc pas besoin de gros crampons. Et là, sur la Pulsar 3, ils ont décidé, je crois, d'abandonner la Pulsar EG, qui est la Pulsar EG qui était pour les formats soft ground, pour les formats avec des crampons un petit peu plus profonds. Là, ils ont abandonné donc ça et ils ont proposé juste un seul modèle avec des crampons, un peu comme la Genesis d'ailleurs, au niveau de la profondeur. Je crois qu'ils ont à peu près la même profondeur de crampons. Ce qui est un peu dommage, je trouve. Parce que la Pulsar a vraiment son identité, c'est-à-dire une chaussure qui est faite pour aller vite, qui est très minimaliste, vraiment minimaliste, comparé à la Genesis. On sent que là, pour le coup, pour les débutants, c'est pas des chaussures à mettre aux mains de débutants parce qu'il faut avoir un bon pied. Il n'y a pas beaucoup de maintien sur la Pulsar. C'est vraiment une chaussure sur laquelle il faut avoir de bons appuis parce que elle est très minimaliste, très très légère. C'est un poids plume. La Genesis reste très légère aussi, attention, mais c'est pas la même approche puisqu'elle est faite à la base pour l'ultra, donc il y a un peu plus de maintien, un peu plus de stabilité. Et la Pulsar était vraiment faite pour des formats très courts où il fallait envoyer quoi. Et je trouve que d'avoir mis les crampons, c'est un petit peu dommage parce qu'on perd un petit peu l'essence. Donc voilà, c'est vrai qu'ils voulaient peut-être réduire à un seul modèle et pas proposer Pulsar 3 normal, Pulsar 3 SG, ça fait encore beaucoup de déclinaisons. Je sais pas les raisons marketing du choix de Salomon pour ça, mais il doit y en avoir un. Mais bon, c'est dommage. C'est vrai que moi j'aimais bien courir, j'aime encore courir avec ma Pulsar 2, c'est dommage. J'espère que peut-être à l'avenir ils proposeront un format qui y ressemble. Mais on verra. En attendant, ce sont des super bonnes chaussures pour le retour. Très très bonnes chaussures Pulsar 2. Mais pour celles que j'ai acquis cette année, que ce soit les Saucony sur route, là, les Saucony Endorphin 4 Pro et la Genesis S-Lab, vous pouvez y aller les yeux fermés pour ceux qui veulent essayer. Je ne dis pas que vous aimerez, hein, mais vous pouvez y aller, je pense que vous ne serez pas trop déçus. Il y a peu de chances que vous soyez déçus si vous aimez votre discipline, honnêtement, que ce soit dans l'une ou dans l'autre. Vous y trouverez votre compte.
Donc voilà en ce qui concerne les chaussures, et je ferai en fait une vidéo récap beaucoup plus détaillée dans une vidéo. Bon, troisième partie, on finit avec la troisième partie, il y aura peut-être un petit coup de gueule là-dedans. C'est une news qui n'en est plus trop maintenant, puisque la hype est un peu passée, mais quand même ça touche un petit peu le domaine du trail. C'est une actualité qui touche le domaine du trail indirectement, parce que c'est lié à la montagne. Et on va parler de quoi? On va parler du document du jeune youtubeur Inox Tag, qui s'appelle Kaizen, qui est l'ascension du mont Everest, pour lequel il s'est préparé assidûment pendant 1 an avec un alpiniste qui s'appelle Mathis Dumas, qui réside à Chamonix, je crois. La sortie de ce document a été un événement. J'ai vu le document, j'ai vu le documentaire, mais j'ai connu, moi, Inox Tag. Je connaissais de noms comme ça, mais je regarde pas son contenu. C'est pas du tout ma génération, c'est pas mon kiff, quoi. Pas du tout. C'est un jeune qui joue aux jeux vidéo, qui a démarré comme ça, et il fait partie de cette génération un petit peu de jeunes là, Michou, Inox Tag, des jeunes qui jouent aux jeux vidéo, qui font des petits trucs que les gens suivent. Donc c'est pas du tout mon kiff, rien à voir. Mais un jour, ce jeune d'une vingtaine d'années, je crois qu'il a 22 ans, il s'est dit putain, voilà, mon kiff, mon rêve, c'est de monter la plus haute montagne du monde, qu'est l'Everest. Donc un petit branleur que les gens appellent des fois petit branleur parce que ça joue derrière les jeux vidéo, ça mange des chips, voilà, ça rigole, voilà, ça fait que jouer aux jeux vidéo, ça quitte pas les écrans de la journée. Des générations Z là qu'on croyait vraiment finies et scotchés derrière leurs écrans et leurs téléphones, vraiment connectés à 150% tout le temps. Il y en a un, il se lève, il dit putain, mon rêve, moi, c'est de faire l'Everest, de monter la plus haute montagne du monde. Et ça va être difficile, mais j'ai envie de le faire. Et j'ai envie de me préparer correctement et de le faire ça en 1 an. Ce qui est fou comme défi, compte tenu de ce que ça peut représenter. Après, on discutera des détails. Mais là, pour l'instant, on parle de la genèse de tout ça. Le petit, il a 22 ans. Il gagne sa vie sur YouTube, et pour connaître un petit peu les rouages de YouTube, du business, etc., je peux te dire que ce qu'il gagne sur YouTube et tout en périphérie, c'est des centaines de milliers d'euros. Donc, s'il avait vraiment envie de ne pas se faire chier, il ne se serait pas engagé là-dedans, déjà. Voilà. S'il avait besoin de faire de la thune avec un documentaire, je pense pas qu'il aurait pu faire un documentaire là-dessus. Il faisait un documentaire sur les jeux vidéo, de pourquoi il est devenu youtubeur à succès, j'en sais rien. Voilà. Il aurait autant gagné d'argent, ou voire peut-être plus, ou moins, j'en sais rien, mais il aurait fait de la thune, quoi. Et il n'aurait pas pris de risques. Parce que là, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris des risques, quoi. Il a pris des risques parce qu'il s'est absenté 6 mois des réseaux sociaux, donc son gagne-pain, où il gagne des milliers et des milliers d'euros. Il a pris des risques parce qu'il a mis sa vie en danger, et sans avoir aucune garantie sur la finalité du truc. Et je me dis, putain... Donc j'ai vu sa vidéo au départ, en fait, ce qui m'a interpellé, que j'ai trouvé magnifique d'ailleurs, c'est sa vidéo sur l'ascension du Mont Blanc et du Mont Cervin. J'ai vu cette vidéo, rien qu'au niveau de la qualité de la réalisation de la vidéo, ça m'a mis une claque, parce que je regardais forcément la plupart des documentaires liés à l'alpinisme, à la montagne, etc. J'en ai vu plein. Voilà, j'en ai plein qui me viennent en tête, mais j'en ai vu des très beaux. Et pour un mec qui fait des vidéos sur YouTube, la qualité de la vidéo, bon, le storytelling qui est très important aussi, tout ça, j'ai trouvé ça magnifique. Et le message qu'il délivre, et pour ça, je le sens, la sincérité du gosse, parce que honnêtement, ça pourrait être mon fils, hein, j'ai 44 ans, il en a 22, je l'avais eu à 20 ans, voilà, ça pourrait être mon gosse. Et la sincérité du minot, quoi, honnêtement, j'ai le nez pour ça, tu vois, tu peux le voir, il est assez gros. Et il me sert à flairer, et je sens les gens. Et je peux te dire que je me suis rarement trompé. Ça m'arrive de me tromper, je dis pas que je suis médium, que non, je me la pète pas, hein. Mais je sens les gens. Et je peux te dire que le minot, là, quand je le voyais parler, je le voyais faire et tout, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, moi je le sens sincère.
Et il fait passer les émotions. Et son documentaire, non seulement était beau, là, sur l'ascension du Mont Blanc et du Mont Cervin, mais en plus, ce qui délivre comme message et ce qui vit, ce qui fait vivre, honnêtement, ça se ressent et il ment pas. Voilà. Moi, j'en ai l'intime conviction que le petit est à 300% sincère. Ensuite, il fait ça de façon hyper carrée. Il fait pas ça à l'arrache. Voilà, comme la plupart des mecs qu'on peut voir, et dont il parle aussi dans le documentaire, mais parce qu'on comprend que c'est ça, c'est des mecs qui ont du pognon, qui s'en battent les couilles, qui mettent non seulement leur vie en danger, mais à la rigueur, ça on s'en fout, quoi, on s'en bat les couilles, c'est qu'ils mettent la vie des Sherpas, des pauvres Sherpas, voilà, qui vivent de ça, et qui doivent accompagner des grosses merdes, là, qui veulent pas se préparer, et qui veulent absolument faire le Mont Blanc, parce que ça fait bien au niveau de l'intégration sociale parmi leurs carrés là, de pseudo-amis, de dire putain, ouais, tu vois, j'ai fait le Mont Blanc, et de mettre la photo sur le bahut, tu vois, quand il vient le dîner de ses potes, tu as vu, voilà, je suis monté au Mont Blanc. Mais les mecs, alors que c'est des baltringues, quoi, c'est des merdes. Et comme ils disent dans le documentaire, ils savent même pas mettre leurs crampons. Ils doivent se faire tenir la bite pour pisser parce qu'ils ont les mains qui sont très très froides, avec les mains glacées. Putain, ça, c'est pas possible. Sauf que lui, le minot, il a dit non, mais moi, je vais me préparer, je vais faire ça pendant 1 an. Je vais le faire de façon hyper carrée, hyper assidue, je vais me donner à 400%. Mais je vais le faire. Et il le fait. Il prend un jeune alpiniste, qui est Mathis, qui avait l'air un peu sceptique au début, d'après ce que j'ai compris, et qui finalement, il découvre un jeune, putain, hyper engagé, hyper dévoué, et vraiment qui en veut, quoi. Et même lui est surpris. Et même lui, dans le documentaire, se retrouve surpris par sa détermination, en fait. Et c'est tout ça qui est beau, en fait, à travers son cheminement. C'est ce qu'il arrive à transmettre dans cette aventure. Le message qu'il transmet. Parce qu'après, on va discuter des détails de tous ces débats qui viennent après, qui pour moi, je n'ai rien à foutre. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. J'en ai strictement rien à branler. C'est surtout, pour moi, le plus important, c'est le message qu'il délivre pour les minots de sa génération, quoi. Comme je le disais au début, il a 22 ans, il a tout l'argent qu'il faut, il a réussi, entre guillemets, mais le mec, il prend des risques, il se lève de derrière son écran, il dit, les gars, putain, je me lève le cul, j'ai envie de monter une montagne, la plus haute du monde, c'est très dangereux, je vais mettre ma vie en danger, je me coupe des réseaux sociaux, qui est mon gagne-pain, pendant 6 mois. Il y a des mecs, ils font pas une vidéo pendant 1 semaine sur YouTube, ils sont en panique totale. Lui, il est parti 6 mois, il a laissé son téléphone à Paris, et il est parti au Népal, quoi. Il faut des couilles, hein. Je vous dis que quand on a un business qui tourne et que c'est son gagne-pain et qu'on sait que du jour au lendemain, on n'a aucune certitude sur s'il va réussir, sur s'il va mourir. Parce qu'il y a ça aussi, il y a ces enjeux-là. Le mec, il met en plus la production, au départ, il met de sa poche. Et ça coûte très, 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 très cher de produire un document comme ça. Donc certes, il a des partenaires, mais s'il échoue, c'est tout pour son cul, quoi. Donc, toute cette dimension-là, déjà, de risque, de prise de risque, est énorme pour un jeune de son âge, alors qu'il a démarré derrière les écrans en jouant à des jeux vidéo. Et cette génération-là que moi, je voyais et sur laquelle je peste des fois, parce qu'on a des enfants autour de nous, tous, hein, qu'on regarde, on se dit, mais putain, mais cette génération de minots, là, de branleurs qui arrivent, ça va être très compliqué, hein. Très compliqué de leur faire apprendre certaines valeurs de contexte social, avec le contact au niveau des gens, de l'ouverture d'esprit. C'est super compliqué parce que certes, ils ont l'air heureux avec leurs trucs et tout, mais de les faire bouger dans notre pays, de leur faire toucher un petit peu la misère à droite à gauche, de savoir comment on peut partager des valeurs autres qu'avec un téléphone ou des jeux, etc. Wow, je me suis dit, là, ça va être une sacrée mission pour les années à venir. La génération qui arrive, là, va avoir vraiment du taf. Et lui, c'est un ovni qui sort du game, voilà, et qui dit, les gars, putain, c'est ça, hein, pour finir, au final, qu'est-ce que c'est? Ce minot, il sort de là, il fait son truc, il fait son aventure. Donc, je ne spoil pas pour ceux qui veulent le voir, s'ils l'ont pas vu, et il fait son truc, et son message, c'est, les gars, bougez-vous, faites-vous plaisir, réalisez vos rêves. Très cliché, hein, comme truc, hein. Sauf que le mec, il dit, voilà,
aujourd'hui, je suis parti, j'étais un gars, je suis revenu, j'en suis un autre. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Ben, je laisse un peu plus mon téléphone de côté, je passe plus de temps avec mes proches, avec ceux que j'aime. Je vais faire plus de temps d'activité à l'extérieur, m'ouvrir à d'autres choses, à d'autres aventures. Putain, mais c'est pas extraordinaire de passer un message comme ça? Et c'est ce qu'il va faire, le minot. Alors, au niveau du documentaire, putain, alors le documentaire, là aussi, encore une fois, au niveau de la réalisation, hein, je parle au niveau des images, on regarde des documentaires, hein, il y en a plein sur Netflix, sur Amazon Prime, vous voulez faire le tour des documentaires vidéo, c'est pas ce qui manque. Mais lui, pour un YouTuber, c'est un YouTuber, les gars, ils ont fait une vidéo à la réalisation, mais c'est fabuleux. Alors oui, il y a un côté marketing, mais c'est super bien fait visuellement, c'est magnifique. Voilà, c'est vraiment un document, rien que pour ça, qu'il y a à voir, et même au niveau des personnes qu'ils rencontrent, etc. Enfin bref, super beau document, c'est beau, voilà, c'est beau. Ensuite, au niveau de la critique, eh bien, est-ce que c'est vraiment important de revenir là-dessus? Les gens vont dire, ouais, mais il fait du fric là-dessus. Ben ouais, quand même, ouais. Je veux dire, le mec, il y met de sa poche pour créer tout ça, pour créer un contenu. Il le partage déjà parce que c'est un kiff, mais c'est son gagne-pain aussi. Quel est vraiment le mal de faire un business autour de ça? Déjà, c'est pas un problème parce que il propose au final un produit fini là qui est magnifique. Moi, je regarde ce documentaire. Il y a des mecs qui ont regardé ça avec leur fils. Leur fils, ils leur ont dit putain, pas bien, on regarde Inoxtag et tout, la montée Everest. Il y a des gars, ils ont regardé ça un peu dubitatif au début, et puis finalement, ils se sont pris au jeu. Je sais, puisqu'autour de moi, j'ai des gens qui ont fait ça. Ma femme, au début, on regardait ça. Au début, elle voulait changer. Ah, mais pas ça, mais pas. Et finalement, elle a regardé jusqu'à la fin. Elle s'est régalée. Ça y a plu. Donc, je veux dire, la qualité du truc, elle est là. Et il a produit un film qui a une plus-value, quoi. Est-ce qu'il fait du business avec ça? Ben, moi, j'ai envie de dire, heureusement, et tant mieux pour lui, quoi. Parce que le mec, il a pris des risques. Et s'il gagne de l'argent avec ça, moi, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. C'est normal. Les gens ont un problème, je pense, aussi avec ça en France. C'est à partir du moment où le mec, il fait un truc pour gagner de l'argent, c'est pas sincère. Bon, ça, c'est une mentalité de merde qui est très française, malheureusement. C'est comme ça. On ne pourra jamais s'en dépéguer, donc je n'ai même pas envie de discuter là-dessus. Mais voilà, quoi. Le mec, il a voulu se faire un kiff perso. Il l'a fait, et en plus, il a monétisé. Bravo à lui. Voilà. Il n'y a rien à dire de plus. Deuxièmement, après, on m'a parlé de ce pseudo aussi, cette pseudo polémique autour de la pollution. Bon. C'est quelque chose qui dénonce. Ça, après, voilà, il le montre, il dit, voilà, putain, c'est pourri, il y a trop de fréquentation, les gars ils viennent là, ils sont même pas préparés, ils font carnage, il y a beaucoup d'égoïsme, et on voit l'être humain dans toute sa splendeur, dans des moments comme ça, voilà. Il y a des mecs qui redescendent, ils leur volent 2 bouteilles, parce que, comme ils disaient, ils n'ont pas réussi à faire l'ascension, il y avait trop de vent, ils sont redescendus, ils n'avaient plus assez d'oxygène, qu'est-ce qu'ils font? Putain, moi j'ai pas envie de retourner. Eh bien, ils vont niquer 2 bouteilles dans leur tente, quoi. L'être humain, voilà, quoi. Après, on va pas faire des débats sur ce que je pense de l'être humain en général, parce que je vais plomber la soirée, ou peut-être c'est déjà fait, mais putain, mais sérieux, quoi. Ouais, oui, il y a de la pollution, oui, il y a des gros trous-ducs qui laissent des merdes en haut, c'est dégueulasse, c'est ouais, il y a de la surpopulation, c'est surfréquenté. Le minot, il le montre, alors ils vont dire, oui, mais il participe, oui, à un moment donné, il va bien falloir qu'il y aille, quoi. Bon, il y est allé, il a vu, et tu vois, et je savais très bien qu'il ne retournera pas. Il va faire autre chose. Il va faire autre chose, parce que là, c'est totalement débile. Et moi, tu vois, c'est le genre de truc auquel je le sais, ça, aujourd'hui, depuis longtemps, que l'Everest, c'est quelque chose de surfréquenté, mais jamais j'irai là-bas. Dans des conditions pareilles, jamais. J'ai pas envie de me retrouver à faire la queue dans un endroit idyllique et exceptionnel au monde, parce qu'il y a des fous qui se payent la gaufre juste pour dire, voilà, je me suis payé la gaufre. Non. Il y a d'autres trucs à faire, il y a d'autres trucs à explorer, et ça, je le ferai pas. Mais cette polémique autour de l'écologie, tout ça,
voilà, c'est une polémique qui n'a pas lieu d'être, encore une fois. C'est juste pour, voilà, pour encore une fois de plus, faire parler. Il y a tellement à dire là-dessus que ça prendrait trop de temps. Et les arguments, c'est toujours les mêmes, hein. Les gens ont beaucoup besoin de parler sur les réseaux sociaux et de critiquer surtout, hein, dans le côté négatif. Alors il y a des points négatifs à apporter. À partir du moment où c'est construit, que c'est argumenté, je veux bien. Mais là, pour sortir des fois des trucs, c'est pollué, mais lui aussi il participe à ce cirque-là, tout ça. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Après, à un moment donné, si les gens retiennent que ça, de ce que je viens de ce que je viens de dénoncer, parce que c'est la vérité, le mec, il a une démarche. C'est pas la démarche de l'autre trouduc là qui s'est payé ça parce qu'il a envie de mettre la photo sur le bahut pour les copains. Le mec s'est payé ça parce que vraiment intrinsèquement ça le touchait. C'était quelque chose qu'il voulait faire. Pas parce que c'est la mode, parce que ça l'a poussé. Il y a quelque chose qui l'a poussé à le faire. Voilà. Et s'il y avait plus de mecs comme ça, je pense qu'il y aurait peut-être un peu moins de monde là-haut. Ça serait un peu plus c'est dans cet esprit écologique, entre guillemets, ça serait peut-être plus propre. Mais comme il y a beaucoup de trous du cul, voilà, qui veulent monter là-haut parce qu'ils veulent y aller et se montrer, ben forcément, à un moment donné, ça va poser des problèmes. Et les mentalités de trous du cul, ça se retrouve dans tout le monde entier, même dans les coins les plus retirés. Voilà ce que j'ai pensé de ce documentaire que j'ai trouvé exceptionnel, que j'ai trouvé très beau, dont je trouve le message est aussi beau que bien intentionné. Le petit est super sincère. Cette génération Z là, de jeunes là, qui passent leur journée devant les écrans, à jouer à des jeux vidéo, à être devant leur smartphone, les réseaux sociaux, etc. Il y en a un qui est sorti du lot, qui a dit voilà, moi, j'ai envie de me détacher un petit peu de tout ça. Et je sais qu'il y a des choses à faire dans la vie, et notamment aller monter des montagnes super hautes et de me pousser à bout, quoi. De repousser mes limites vraiment pour voir jusqu'où je peux aller. Putain, moi je trouve ça extraordinaire, hein. Le message à retenir, c'est que ça, hein. C'est vraiment que ça. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes aujourd'hui vraiment qui ont ce potentiel-là, malgré qu'ils aient les pieds dans les pantoufles, quoi. Tu vois, le mec, il est millionnaire, mais il va se mettre en danger et il va se pousser vraiment au-delà de ses limites, quoi. Et on le voit dans le documentaire. Même Mathis, qui est son alpiniste, quand ils font la Madame Lame, là, ils sont prêts à abandonner, et finalement, c'est lui qui. C'est pas du storytelling, là aussi on le voit, hein. Ils étaient prêts à abandonner réellement. Et finalement, ils se disent non, putain, il faut qu'on y aille, quoi. Je peux pas abandonner là. Voilà, bon, il y a la dimension, les Sherpas quand même les mettent en condition, mais ils y vont, quoi. Ils y vont et ils vont au bout et ils se disent putain, j'ai cru que jamais on allait y arriver tellement qu'on était fatigué, quoi. Mais ils ont vraiment repoussé leurs limites, et c'est ça qui est beau. D'ailleurs, c'est un des passages les plus beaux du documentaire, c'est quand ils font l'ascension de ce mont-là et pas forcément l'ascension de l'Everest. Mais voilà ce qu'il faut en retenir au niveau du message global, c'est le dépassement de ses limites, tout bêtement. Mais c'est surtout que c'est un jeune, très jeune, qui a réussi, qui gagne des milliers d'euros, qui s'est sorti les doigts du cul, qui a dit putain, je veux monter une montagne qui est super haute, je peux mourir, parce qu'il faut savoir qu'il était à un moment donné sur une crête qui s'est effondrée une demi-heure plus tard, je crois. 2 gars meurent, 6 mecs tombent, 2 gars meurent, et voilà, quoi. Lui, il aurait pu faire partie du lot. Non, honnêtement, voilà, bravo à lui, bravo à son projet, bravo à ce qu'il nous a proposé, parce que visuellement, je trouve ça superbe. Et si la plupart des jeunes aujourd'hui proposent des projets comme ça et les mettent en image, en vidéo, ben c'est que de la régalade. Voilà, c'est que de la régalade. En plus, ce documentaire, il l'a mis après en accès sur YouTube dès le lendemain, quoi. C'est un accès gratuit. Alors, il l'a diffusé en salle, les salles étaient pleines, mais le lendemain, il était gratuit sur YouTube, quoi. Donc voilà, qui fait ça aujourd'hui, quoi? Qui fait ça? Aujourd'hui, les documentaires, ils sont sur Netflix, tout ça, donc il faut un abonnement, il faut les regarder sur Netflix. Et bon, moi je trouve que la démarche, elle est prometteuse pour les autres qui veulent vraiment, à qui ça a donné des vocations pour aller un petit peu au-delà de ce qu'ils font habituellement, quoi. Voilà, donc aujourd'hui pour ce qui était de l'histoire à raconter, de cette petite actualité.
Je sais pas, dis-moi ce que tu en as pensé, toi, du documentaire d'Inox, si tu l'as vu, qu'est-ce que tu en penses? Si tu as des critiques, t'es pas d'accord avec moi, tu peux le dire aussi, il n'y a aucun souci avec ça. Si tu trouves que t'es pas du tout dans cette mouvance-là, qu'il y a des choses qui t'ont dérangé là-dedans, voilà, il faut en parler, c'est fait pour ça aussi, pour échanger. Donc voilà, on va mettre fin à ce 3e épisode de Ex Nihilo. On reviendra dans un prochain épisode certainement dès que possible, avec de nouveaux sujets, avec de nouveaux bilans d'entraînement. On parlera certainement de mon dernier trail à Gap, le 47 km. On reviendra sur un nouveau sujet direct où on parlera certainement alimentation en course et alimentation que je suis là depuis plus d'1 an maintenant. Régime spécial, c'est-à-dire un régime alimentaire spécial. Et puis on parlera d'un sujet d'actualité qui m'a appris quelque chose, qui m'a apporté quelque chose et qui délivre un message. Ce sujet d'actualité qui me fera peut-être pousser un coup de gueule ou qui me fera au contraire être super cool. Et j'espère qu'on aura plein à le partager d'ici peu de temps. Donc allez, il est l'heure pour moi de vous laisser. On se dit à très bientôt et bisous bisous. Ciao.